Je vais te présenter un exercice, mais alors attention, là on est sur un exercice d'un bon niveau de difficulté. Alors ça ne veut pas dire qu'il est infaisable, mais ça veut juste dire que cet exercice-là, tu peux vraiment le considérer comme un exosynthèse, type ce que tu peux avoir dans un DS, quoi, où tu vas avoir besoin de restituer des connaissances, pas que de ta classe de première. Parce que dedans, il y a le principe d'inertie, et que le principe d'inertie, c'est un truc que tu fais en seconde normalement. Ok? Donc c'est un exercice vraiment qui récapitule plusieurs techniques. Tu vas voir tout de suite de quoi il s'agit. En gros, ça c'est l'énoncé. Et tu sais, si tu es habitué à des exercices où tu as question 1, question 2, question 3, bah oublie tout de suite. Parce que cet exercice-là, tu n'as pas de déroulé de questions. La question, elle est ici, là. Déterminer les caractéristiques de la force de frottement qui s'exerce sur le skieur dans la zone de chronométrage. C'est tout. Donc j'ai pris cet exo dans un bouquin. Tu vois, je l'ai trouvé pas mal du tout. Et je me suis dit que j'allais te montrer comment on traite ce genre d'exercice. Donc encore une fois, c'est un exo qui nécessite que tu aies un peu de bagage technique. Du coup, je vais te rappeler deux trois petites choses dont on va avoir besoin. D'ailleurs, on va commencer par faire ça. Après, on va faire la lecture de l'énoncé ensemble. Après, je te montre comment on résout ce genre d'exo. Ok? Bon, il faut pas avoir peur de ce genre d'exercice, hein. Quand je te dis c'est un bon niveau de difficulté, surtout ça veut pas dire vas-y prends peur et puis éteins la vidéo. Ça veut juste dire sache que des fois tu peux tomber sur des trucs qui sont un peu plus costauds et puis il faut y aller quoi. Voilà, voilà ce que ça veut signifier. Alors, première chose que je te rappelle, c'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie, on l'appelle aussi la première loi de Newton. Il dit quoi? Il dit que si un système est en mouvement rectiligne uniforme, système en mouvement rectiligne uniforme ou immobile, donc rectiligne uniforme, ça veut dire en ligne droite et uniforme, vitesse constante. Donc vitesse constante, hein, uniforme. Ok, je suis désolé, je dois tout écrire, mais c'est pour pas te dire que les choses verbalement quoi. Si un système est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile, alors la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur ce système, ou la résultante des forces extérieures si tu préfères, elle est nulle. Ok, c'est le vecteur nul. Ça veut dire que les forces se compensent. D'accord? Ou ça veut dire que ce système n'est soumis à aucune force extérieure, mais en général, tu as des forces extérieures, tu as au moins le poids et la réaction du support. Tu vois, si tu prends un système immobile sur une table, en fait, tu as le poids de ton système et puis tu as la réaction du support, donc de la table, et ces deux forces se compensent. Ok? Et ton système, du coup, il est immobile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Ensuite, deuxième chose que je veux te rappeler sur cet exercice, ça va être un petit point mathématique. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Pense bien que la physique, c'est des maths appliquées, toujours, toujours, toujours. Si tu as un vecteur comme ça, ce vecteur, je vais l'appeler U, et que je suis dans un repère cartésien, voilà, je te mets les axes. Donc là, tu as l'axe OX, et puis là-haut OY, ok? Alors, si tu veux les coordonnées de ton vecteur U, si tu veux projeter ton vecteur U sur le repère, il va falloir aller chercher, il va falloir aller chercher cette longueur-là, tu vois, qui correspond à UX. Donc ça, c'est la coordonnée du vecteur U suivant X. Et puis, il va falloir aller chercher cette longueur-là, ok, qui correspond à UY. Mais cette longueur-là, c'est la même que celle-ci, tu vois, c'est absolument la même. Et en fait, tu as des relations de trigonométrie entre UX, UY et U. Et ces relations de trigonométrie, je vais te les écrire. Il faut juste que tu considères ici un angle, appelons-le alpha. Donc on verra dans un exercice que ça peut être. Donc la formule, le petit moyen mnémotechnique, tu connais, Sohcahtoa, qui te dit que le sinus de l'angle alpha, il est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire UY. Tu vois, le côté opposé là, c'est UY. Tiens, je vais mettre le même code couleur. Je vais écrire en blanc. Donc je vais t'exprimer en fait sinus alpha et je vais t'exprimer cos alpha. Donc sinus alpha, c'est la longueur du côté opposé. Le côté opposé alpha, c'est UY, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et puisque l'hypoténuse est constituée par le vecteur U, la longueur du vecteur U, c'est la norme de U, que je vais noter petit u. Ok? Et puis cos alpha, du coup, c'est la longueur du côté adjacent, que j'ai noté UX, sur l'hypoténuse U. Voilà, ça j'ai besoin de savoir le faire quand je veux
projeter des vecteurs, ça s'appelle. Ok? Donc par exemple, je vais te donner juste un exemple pour que tu fasses le lien avec ce qu'on va faire. Imagine que j'ai un système qui soit en pente comme ça, et que cette pente forme avec l'horizontale un angle de 20 degrés, mettons. Allez, je vais mettre un angle alpha, peu importe. Donc le système, imagine qu'il soit ici, et qu'on ait son poids qui soit comme ça. Tu vois? Et puis après, on va s'intéresser au repère cartésien orthonormé qui est ici, là. Voilà, OXY. Donc là, j'ai O, l'axe OX et l'axe OY. Bon, ben, si tu as envie d'aller projeter ton vecteur poids, donc ça c'est le poids, tu vois. Si tu as envie d'aller chercher ces coordonnées dans le repère OXY, il va falloir aller chercher cette longueur-là. Je peux même la faire d'une autre couleur. Je peux la faire en jaune, en jaune ou en vert, peu importe. Donc, il va falloir aller chercher cette longueur-là. Ça, ce sera Px en fait. Donc ce sera la coordonnée du vecteur P suivant OX. Et puis ensuite, il va falloir aller chercher PY. Donc PY, tu vois, c'est quand je vais projeter mon vecteur comme ça. PY, il va être ici, là. Ça, c'est PY, ça. Ok? Que tu as aussi là, à l'identique. Donc là, tu as un petit triangle rectangle ici. Et il faudrait limite connaître cet angle que tu as là, là. Tu vois? Donc il faudrait le chercher. Pour te montrer le truc, là, tu as alpha. Là, tu as 90 degrés. Si je prolonge, puisque le poids est un vecteur vertical. Et la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Donc l'angle qui est ici, là, je te mets un point d'interrogation, il vaut 180 moins 90 moins alpha. Donc en gros, il vaut 90 moins alpha. Si je connais alpha, je peux le déduire. Ok? Et du coup, après, je peux faire mes relations de trigonométrie grâce à cet angle pour trouver Px et Py. Je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce qu'ensuite, ça te donne accès au vecteur P. Tu connais son Px, tu connais son Py, tu connais ses coordonnées. Ok? Donc en gros, l'idée, ça va être d'aller faire ça dans l'exercice. On va avoir besoin de faire ça, je vais t'expliquer pourquoi. On va avoir besoin de faire ça et on va lire ensemble déjà. Donc je t'ai fait les rappels de ce que je voulais. On va lire ensemble l'énoncé pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Donc, le kilomètre lancé. Le ski de vitesse a pour but d'atteindre la valeur de vitesse la plus élevée possible dans une zone de 100 mètres appelée zone de chronométrage. Bon, c'est du blabla. La zone de chronométrage, qu'est-ce que c'est? On te dit le skieur entre dans la zone de chronométrage après un élan de quelques centaines de mètres. On suppose que dans cette zone, le skieur a un mouvement rectiligne uniforme. Alors ça, c'est super important. Tu vois, mouvement rectiligne uniforme. Parce que si le mouvement est rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie, ça va nous permettre d'exploiter le fait que la somme des forces extérieures, elle vaut le vecteur nul. Tu vois, les forces extérieures se compensent. Voilà, super important. Et on nous donne l'information que la piste fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Donc après, on a le schéma ici pour représenter ça. Donc sens du mouvement vers le bas, évidemment. Le skieur est modélisé par le point S, comme skieur. La pente, l'horizontale, l'angle de 20 degrés, et puis les forces. Donc Rn, c'est la réaction du support, qui est perpendiculaire au sol. F, c'est la force de frottement orientée dans le sens opposé au mouvement, donc qui freine le skieur, a priori. Et P, enfin qui s'oppose au mouvement, parce qu'en fait, il n'est pas freiné le skieur, puisqu'on nous dit en théorie que le mouvement est rectiligne uniforme, donc on considère que sa vitesse est constante. C'est un cas théorique. Hein. Et P, bah, c'est le poids du skieur qui lui est orienté vers le bas, vertical vers le bas. Voilà. Alors là, ils te font le détail. La force exercée par la piste sur le skieur peut se décomposer en une force perpendiculaire à la piste appelée Rn et la force parallèle à la piste appelée force de frottement, donc F. Et puis après, il y a le poids qu'ils n'ont pas redétaillé ici. Ensuite, tu as les données de l'exercice, donc intensité de la pesanteur, masse du skieur, réaction normale de la piste. Donc la valeur de la force Rn, c'est 845 newtons. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. La question, elle est ici. Déterminer les caractéristiques de la force de frottement qui s'exerce sur le skieur dans la zone de chronométrage. Bon, là, peut-être tu te dis, attends, il y a un problème, il manque un truc. Non, il manque rien. Je t'ai vraiment pris tout l'exercice, il est ici. Mais je vais t'expliquer le point de départ. Le point de départ, je vais essayer de te montrer vraiment
comment on construit petit à petit les idées. Et le premier point de départ, c'est d'exploiter cette histoire de mouvement rectiligne uniforme. Comme tu as un mouvement rectiligne uniforme, donc tu es amené à écrire que la somme des forces extérieures, elle est égale au vecteur nu. Et j'ai quoi comme force extérieure qui s'applique au système? J'ai donc la réaction du support, j'ai aussi la force de frottement et j'ai aussi le poids. Ok, donc j'en arrive à cette relation. Ah oui, du coup aussi, il faut que je te dise, donc la question c'est de déterminer les caractéristiques de la force F de frottement exercée par le sol sur le skieur. Les caractéristiques d'une force, je te rappelle que c'est le point d'application. Caractéristique de la force F, bah, je vais avoir son point d'application, donc c'est le centre de gravité du skieur. Alors c'est le point S, du coup ça c'est bon. Tu vois, je peux directement dire que la force elle s'applique au point S. Ensuite, la direction, bah, c'est celle de la piste. Donc là pareil, pas de difficulté. Le sens, il est opposé au mouvement. Donc c'est le sens contraire au sens du mouvement. Donc en fait, on a déjà les trois caractéristiques principales de la force, mais il va nous manquer la dernière. Et la dernière, c'est sa valeur. F égale, tu vois, et c'est là que le point d'interrogation, il intervient. Et en fait, toute notre étude, elle porte sur le fait de déterminer la valeur de cette force de frottement. Ok, il faut déterminer son intensité en newton. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on construit cette égalité vectorielle pour ensuite aller déterminer la force de frottement. Alors, si jamais tu as l'idée de dire, bon bah Rn, je vais le remplacer par 845 newtons parce qu'il me dit ça dans l'exercice, et puis P, je vais écrire que c'est m fois g, et puis après bah, j'isole F, sache que c'est pas du tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça s'appelle une relation vectorielle, et qu'un vecteur n'est pas égal à un nombre. Donc tu n'as pas du tout le droit de remplacer un vecteur par une valeur. Ça, c'est complètement faux de faire ça. Donc ne fais surtout pas ça. Sache que c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Par contre, tu vois Rn. Rn, c'est un vecteur qui a éventuellement deux coordonnées. Une coordonnée qui s'appelle Rnx, une coordonnée qui s'appelle Rny. Tu vois la coordonnée suivant x, la coordonnée suivant y. Exactement comme je t'ai dit tout à l'heure avec n'importe quel vecteur u, tu vois. Décomposé dans le repère, j'ai ux et puis j'ai uy. Bon. Ensuite, f possède aussi deux coordonnées. Une coordonnée fx, une autre qui s'appellera fy. P possède aussi deux coordonnées, px et py. Et en fait, ta relation vectorielle que tu as ici, tu as le droit de l'écrire avec les coordonnées suivant x, c'est-à-dire que tu as le droit de l'écrire avec Rnx, fx et px. Okay, tu as cette égalité qui est vraie là, qui est égale à 0. Et puis tu peux l'écrire aussi avec les coordonnées suivant y. Rny plus fy plus py égale 0. Voilà, tu as accès en fait à ces deux équations. Et c'est en fait ces deux équations qui vont te permettre de déterminer f. Et je vais te montrer comment ça se passe. Je vais te montrer comment on peut déterminer f à l'aide de ces deux équations. Mais pour pouvoir les utiliser, il faut que tu puisses avoir les coordonnées de chacun des vecteurs. Donc le point suivant dans l'étude, c'est d'aller déterminer les coordonnées de chacun des vecteurs. Donc ça, on va le faire. Et c'est là que je vais avoir besoin du SOHCAHTOA, tu vois. On commence à construire petit à petit toutes les notions. Alors je vais prendre ce schéma. Ouais, j'ai pas envie de le refaire. Ouais, je sais pas en fait, ce serait limite mieux si je le refaisais. J'en sais rien. Allez, on va laisser comme ça. Je vais juste rajouter du coup le... Je vais le faire en bleu, je vais le faire en quoi? En vert, non? En jaune. Allez, je vais le faire en jaune. Je vais rajouter un repère. Non. Ça. Donc là, j'ai l'axe vertical. Et là, j'ai l'axe horizontal. Enfin, horizontal. Je prends la pente pour faire mon axe horizontal. Ok? Donc ici, j'aurai l'axe OX. Puis là, c'est OY. Désolé si ça te pète un peu les yeux, mais c'était parce que bleu, vert, rouge, c'était déjà utilisé en fait.
Donc là, en fait, on va aller faire nos projections sur chacun des axes du repère, les projections de chaque vecteur. Tu vois le vecteur F, le vecteur force de frottement, justement. On va commencer par lui. C'est un vecteur qui est horizontal. Du coup, en tant que vecteur horizontal, puisqu'il est directement orienté dans la même direction que l'axe OX, est-ce que ce vecteur F possède une coordonnée suivant OY? Réponse, non, parce que ton vecteur il n'est pas du tout incliné de sorte à pouvoir être projeté sur l'axe OY. Du coup, FY vaut 0. Ok? C'est comme quand tu as en maths un vecteur horizontal, comme ça, et que tu es dans un repère cartésien OXY, et ben tu dis que le vecteur U il a pour coordonnée par exemple 3, 0. Tu vois, comme il est horizontal, la coordonnée suivant OY elle est nulle. Il n'a pas d'ordonnée ton vecteur. De même que si tu as un vecteur qui est vertical comme ça, mettons, bon bah lui, à la limite, ses coordonnées ce sera, je sais pas moi, 5, 0, pardon, 5. Tu vois, son abscisse, cette fois-ci, l'abscisse du vecteur sera égale à 0 parce que ton vecteur est vertical. Et bien là, on est exactement dans ce cas de figure. Mon vecteur f, il est suivant l'axe OX. Du coup, sa coordonnée suivant OY, elle vaut 0. Donc FY vaut 0. Ok? Et du coup, FX, alors FX, son signe, le signe de sa coordonnée suivant X, ça va être négatif parce que tu vois que mon vecteur F, il pointe dans le sens opposé au sens positif, là, que j'ai mis vers le bas. F, il va dans l'autre sens. Du coup, ça va être moins. Ça va être quoi? Ça va être moins F. Voilà. Moins la valeur de l'intensité de la force de frottement. Ok? Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur F. Ensuite, les coordonnées du vecteur Rn. Alors, Rn, donc tu vois, Rn, c'est un vecteur qui est orienté uniquement, donc il est caché, mais il était là, hein, je peux te le refaire si tu veux, parce que je suis passé par-dessus. Voilà, Rn, il était comme ça. Donc c'est un vecteur qui est uniquement orienté suivant OY. Du coup, le Rnx, cette fois-ci, c'est lui qui vaut 0. Et puis Rny, bah, c'est égal à Rn. Toute l'intensité du vecteur, elle est contenue dans sa coordonnée suivant Y. Maintenant, il me reste à décomposer P. Et alors là, on va avoir besoin de faire le SOHCAHTOA, tu vois. Pour faire P, je voulais enlever un petit peu ce que j'avais fait là. Voilà. Hop. Donc ici, je vais avoir besoin de cet angle. Tu vois cet angle? Et tout à l'heure, je t'ai dit, si tu travailles dans le petit triangle rectangle qu'on voit ici, ok, là, tu as un angle de 20 degrés. Là, tu as un angle de 90, puisque le vecteur P est vertical. Donc lui, je peux le déduire. Et je vais faire 180 moins 90 moins 20. Donc ça te fait 90 moins 20, ça te fait 70 degrés. Ok, donc là, cet angle que tu vois là, il est égal à 70 degrés. Je vais refaire un petit schéma spécifiquement pour le vecteur P. Je vais prendre le temps de le faire, le schéma, comme ça tu vas bien comprendre comment ça se passe. Alors, imagine que ça va se passer comme ça. Si je zoome au niveau du vecteur P, ça va ressembler à ça en fait. Donc là, tu as un angle de 70 degrés ici. Et ensuite, les axes de mon repère, ils sont comme ça. Attends, hop, lui je vais le faire un peu mieux. Voilà, donc là tu as OXY. Bon, il n'est pas facile à expliquer cet exo, hein, parce que du coup, je sais que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ils ne sont pas forcément du même niveau. Donc tu vois, j'essaie de prendre le temps de donner le maximum de détails. Mais sache qu'un exo comme ça, là, je me lance un peu dans un truc de fou furieux à vouloir expliquer ça en mode vidéo, tu vois. Mais bon, ça va le faire. Donc, couleur, couleur, ici, là. Là, j'ai Px, tu vois. Quand je projette mon vecteur P, ça c'est le vecteur P hein, en rouge. Quand je projette le vecteur P suivant l'axe OX, ça me fait atterrir ici, donc cette longueur-là c'est Px. C'est la coordonnée du vecteur P suivant X. Et ensuite, si je projette le vecteur P sur l'axe OY, ça me fait tomber ici, donc toute cette longueur-là, je vais la faire en quelle couleur? Qu'est-ce qui me reste? En bleu. Je vais la faire en bleu. Toute cette longueur-là,
c'est PY. C'est aussi celle-là, tu vois. Ça, c'est PY aussi. Donc maintenant, tu vas focaliser avec moi, si tu veux bien, dans ce triangle rectangle. Donc c'est un triangle rectangle parce que là où tu as le pointeur rouge, tu as un angle droit. Je le dessine. Voilà. On va focaliser dans ce triangle rectangle et on va faire du SOHCAHTOA pour donner les relations entre P, Px et Py. Ok? Allez, c'est parti. Du coup, le cosinus, on va commencer par le cosinus de 70 degrés. Donc le côté adjacent, c'est Px et l'hypoténuse, c'est P. Donc le cosinus, c'est Px sur P. D'accord? Et puis le sinus de 70, c'est Py sur P. Donc là, c'est quand je parle juste des longueurs. D'accord? Je ne m'occupe pas des signes, je regarde juste les longueurs. Donc ça me permet de déduire Px. En fait, Px, c'est P fois cos 70. Et puis Py, c'est P fois sinus 70. Voilà, du coup, en fait, je peux maintenant connaître Px et Py. Et ça, c'est plutôt cool. Et la dernière chose, dernière difficulté sur laquelle il faut que tu focalises, après, je te promets, on va à la réponse en 2-2. Ça va durer vraiment 2 secondes. La dernière difficulté, c'est que regarde, Px, quand je me suis projeté pour obtenir Px, je suis dans le sens positif en fait, de l'axe OX, tu vois. Donc Px, il est positif. Donc il faut que je le compte positivement. Donc là, je mets un plus. T'as vu où est-ce que j'ai mis le plus? Par contre, Py, quand je me suis projeté pour obtenir Py, regarde, la projection, elle me fait tomber du côté négatif de mon repère. En fait, le P, il va pas dans le sens du OY, il va vers le bas. Du coup, ton Py, il faut que tu le comptes négativement à cause de l'orientation des axes. Donc là, regarde, je mets un moins. T'as vu le moins? Ici, là. C'est très important, ça. Donc du coup, j'enlève mes équivalences parce que les signes, je les ai choisis en fonction de l'orientation des axes. Donc en fait, j'obtiens Px et Py. Et du coup, je connais mon vecteur P, donc le vecteur poids. Le vecteur poids, il a pour coordonnées Px égale P fois cos 70 et Py égale moins P fois sinus 70. Bon, maintenant, je t'ai dit, je t'ai promis qu'on allait à la réponse. Je t'ai promis qu'on allait à la réponse. Je vais juste te réécrire f. Donc fx, on a dit que c'était moins f. Fy, c'était 0. Rn. Rnx, on a dit que c'était 0. Et Rny, c'était Rn. Ok, donc ça, j'ai repris ce qu'on avait écrit au-dessus, hein, tu vois. C'est ce qu'on avait écrit là. Et du coup, j'ai le vecteur P juste au-dessus, le poids. Et maintenant, je reprends la relation, les deux relations que je t'avais écrites tout à l'heure, en application du principe d'inertie. On avait écrit que Rnx plus Fx plus Px était égal à 0. On avait aussi écrit que Rny plus Fy plus Py était égal à 0. En fait, la deuxième, je ne vais même pas l'utiliser, je vais utiliser que la première. Tu vois, parce que Rnx c'est 0. J'aimerais que tu vois tous les vecteurs. Ouais, voilà. Donc comme ça, tu as tous les vecteurs. Tu regardes ici et tu vas me voir aller piocher Px, Fx et Rnx. Donc Rnx c'est 0. Fx c'est moins F. Et Px c'est P cos 70. Et tout ça, bah, c'est égal à 0. Du coup quoi? Bah, du coup j'isole F. Alors si tu veux, je le laisse à gauche. Ça me fait moins F égale moins P cos 70. C'est-à-dire F égale P cos 70. Et puis j'ai plus qu'à calculer puisque P c'est M fois G. Donc masse du skieur fois intensité de pesanteur fois cos 70. Voilà, ça c'est F. Ouf. Et B. Bon, après on calcule. Elle est où ma calculette? Merde. Ah oui, elle est là. Alors, masse du skieur, c'était donné dans l'énoncé 90 kg et G, on prend 10 newtons par kilogramme. Donc ça fait 90 fois 10 fois cos 70. Mets-toi bien en degrés, hein, avec ta calculette si tu fais le calcul. 90 fois 10 fois cos 70. Ça te fait 300. Regardez que deux chiffres et mettre en écriture scientifique. Ça fait 3,1
fois 10 puissance 2 newton. Voilà, ça c'est F. Donc voilà, tu as l'intensité de la force de frottement. Ok? J'étais bien en degré. Ouais, c'est bon. Voilà, donc c'est tout pour cet exo. Alors, tu as vu, je me suis lancé dans un truc de fou furieux, hein, mais quand j'ai vu l'exercice, je me suis dit, vas-y, on le fait. Peut-être que ça va intéresser certains qui veulent pousser un peu plus loin sur l'entraînement de ce chapitre. Sache qu'ici, ça concerne les projections des vecteurs sur les axes, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a utilisé le principe d'inertie, on a fait le lien entre les deux choses pour aller chercher la valeur d'une force. Donc, c'est un exo vraiment très bien pour s'entraîner sur du truc un peu costaud, tu vois, aller se casser les dents. Mais c'est en se cassant les dents sur des exos plus compliqués qu'après tu arrives en DS sur des choses plus simples et tu dis, ah mais en fait c'est facile. Et puis tu prends une bonne note, ok? Voilà, voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite pas à refaire l'exercice évidemment. Abonne-toi à ma chaîne si jamais tu veux suivre toutes mes vidéos, si tu veux être tenu informé, si tu veux me proposer des exos, etc. etc. Abonne-toi à ma chaîne. Sinon d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!